Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je voulais me lancer dans un projet de longue date que j'aurais voulu faire avec des cartes, avec plein d'autres choses, mais on va faire avec ce qu'on a. Et il s'agit du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique qui dure entre 1941, donc le 22 juin 1941 et 1945. La raison pour laquelle je veux en parler, c'est que il y a eu une révolution historiographique en Occident à partir des années 1990. Parce qu'avec la chute de l'Union soviétique, les archives russes se sont ouvertes. Et pour la première fois, les historiens occidentaux ont pu avoir accès à la fois aux archives allemandes, aux archives occidentales et aux archives soviétiques. Et les archives soviétiques se sont révélées d'encore meilleure qualité que les archives allemandes. Entre autres, par exemple, les commissaires politiques envoyaient des rapports à la Stavka qui retenaient absolument pas leur coup. Donc en fait, que ce soit à travers eux, il y a de nombreux rapports, le travail c'est la Stavka, le quartier général. On a énormément de détails, on a énormément d'informations qu'on peut recouper avec ce à quoi on avait accès jusqu'aux années 90, à savoir les archives allemandes, mais aussi et surtout, et c'est ça qui a rendu la chose compliquée, c'est-à-dire que l'histoire occidentale du front de l'Est a été écrite essentiellement par des généraux allemands. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide arrive, et les Américains demandent à un groupe de généraux allemands d'écrire leurs affrontements avec l'Union soviétique. La raison, c'est que les Américains veulent savoir à quoi s'attendre si un jour il y a une guerre avec l'Union soviétique. Et sous la direction de Halder, qui est un des grands généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale, ils se mettent à écrire leurs mémoires, leurs biographies. Le problème, c'est que il y a un mouvement général où en fait ils décident de tout blâmer sur Hitler. C'est jamais la faute de la Wehrmacht, c'est jamais la faute de l'armée. Tout ce qui va pas, c'est la faute d'Hitler. Donc si jamais vous avez entendu ce genre de choses, il y a des fois c'est vrai, mais très souvent, ce qu'on a découvert dans les 30 dernières années, c'est qu'en fait, c'était essentiellement des gens qui trouvent en fait une raison, qui se débarrassent de la culpabilité, de la responsabilité en blâmant Hitler. Et c'est toujours la faute d'Hitler. Il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu dont je vais parler, mais ce que ça a amené, c'est qu'en fait, il y a eu une réécriture complète de l'histoire du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un rééquilibrage qui s'est fait. Essentiellement, c'est un travail qui a commencé avec David Glantz, qui a été le premier à travailler dessus. Vers la fin des années 90, quand les Russes ont commencé à voir ce qui sortait de ces livres, ils ont refermé les archives, donc c'est un peu compliqué la tâche. Mais derrière lui, toute une nouvelle génération d'historiens s'est engouffrée en fait dans la brèche. Et on a commencé à voir un très gros travail historiographique qui a commencé à sortir avec des historiens anglais, américains, donc qui lisaient le russe en l'occurrence. En France, on a quelqu'un comme Jean Lopez qui a utilisé les ressources des deux côtés. On a donc en termes d'histoire, c'est commencé à rentrer vraiment dans les années 1990, mais surtout les années 2000. Et puis ça commence à rentrer dans on va dire la sphère de connaissance publique, donc celle de vous comme de moi. Dans les années 2010, où ça commence à se répandre au-delà des cercles historiques, où il y a des livres qui commencent à être lus de plus en plus. Et à ce stade, c'est devenu vraiment le standard. L'histoire est encore en train d'être écrite à partir de ces éléments. Il y a des grosses incertitudes qui restent. Il y a des éléments de propagande, mais c'est le travail d'historien de démêler ça de toutes les manières. Alors maintenant, quels étaient les mythes essentiels qui se racontaient, que ce soit du côté occidental ou du côté soviétique? Du côté occidental, donc en fait ce que les généraux allemands ils ont présenté comme image, c'est l'image d'une armée russe qui est des dizaines de millions d'hommes, une masse d'hommes qui se jettent à l'assaut d'une petite poignée de soldats allemands hyper compétents et qui sont simplement submergés par la masse. Ce qu'il faut savoir sur les généraux allemands qui ont écrit ces histoires, c'est que ce sont des généraux allemands qui ont survécu à la guerre sur le front de l'Est.
ce sont essentiellement des généraux qui ont fait 1941, 42 ou 43. Et en fait, en 42 et surtout en 43, Hitler remplace ses commandants sur le terrain parce que la guerre de mouvement, la Bewegungskrieg, n'est plus possible. Les Allemands manquent d'essence, ils passent en défensive. Donc en fait, l'essentiel de l'armée n'est pas une armée de mouvement. Donc la manière de se battre de Manstein, globalement, c'est plus la manière de se battre de l'armée allemande. Donc en fait, ces généraux qui ont écrit leur biographie, qui racontent la guerre de l'Est, ceux qui ont survécu, ce sont des généraux qui ont combattu pendant la campagne de 1941, qui est une campagne qui est totalement désastreuse pour l'armée soviétique, et qui ont fait éventuellement 42 et 43. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, déjà, ce sont des généraux qui n'ont pas vu l'essentiel de l'évolution de l'armée soviétique à partir de Stalingrad en 42, puis les Koursk en 43 et les grandes campagnes en 43, et puis surtout en 44, quand l'armée russe devient vraiment efficace, quand le mode opératoire de l'armée russe devient un succès en fait, et que l'année 44 est un enchaînement de plus d'une dizaine de campagnes qui vont du nord au sud et qui détruisent en fait des armées entières allemandes. Voilà, et du coup cette histoire a été écrite par les généraux allemands qui n'ont pas connu l'armée soviétique telle qu'elle a été une fois qu'elle était efficace. Du coup, cette image qu'on a, c'est l'image du désastre de 41 et qui n'est pas représentative de la guerre de 41-45. En plus de ça, les généraux allemands qui décrivent une masse de soviétiques sont victimes de la stratégie soviétique qui est un mélange de maskerovka et de concentration de force. Donc en fait, j'en reparlerai, mais c'est quelque chose qui s'appelle donc le mode opératoire soviétique s'appelle Glubokaya Operatsiya. Donc c'est l'opération en profondeur, deep battle en anglais. Et c'est quelque chose qui est développé par Tukhachevsky et par d'autres généraux soviétiques dans les années 30 et qui devient vraiment la manière de fonctionner de l'armée soviétique avec les corps de tanks, les divisions blindées en fait soviétiques, essentiellement quand elles deviennent vraiment efficaces en 44. Et du coup, mais c'est déjà appliqué à partir de Stalingrad en 43. Simplement, l'armée soviétique est en train d'apprendre à faire face en fait à une armée allemande qui a beaucoup d'expérience et qui a déjà de nombreuses campagnes à son actif au moment où Barbarossa commence. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'armée allemande de 1939, 1940, 1941 n'a pas d'équivalent dans le monde. Ils arrivent avec un avantage compétitif en termes de doctrine et de corps d'officiers, d'agressivité et d'application tactique en fait, et non pas stratégique mais bien tactique, dans leur utilisation des armes combinées, les tanks, les avions. Ils ont un avantage en aviation absolument énorme. Leurs tanks ne sont pas meilleurs, mais leur utilisation de leur corps blindé, de leur division blindée, en fait, fait la différence dans la campagne de France, en Pologne, mais aussi à Barbarossa. Il faut se rappeler que la France a été vaincue en 6 semaines. Donc la Russie fait face à la même armée, mais encore plus expérimentée, qui a tiré les leçons de la campagne de France, comme elle avait tiré les leçons de la campagne de Pologne, parce que l'armée allemande n'est pas contente de la performance qu'elle a lors de la campagne de Pologne, par exemple, et lors de la campagne française, ils prennent beaucoup de risques. Tout ça fait qu'en fait, il faut pas oublier que cette armée allemande du 22 juin 41 est absolument redoutable. Elle n'a pas d'équivalent en Europe. Elle a une expérience absolument monstrueuse. Et la raison pour laquelle, en fait, quand les Américains parlent de débarquer en 1942 sur le continent européen, Churchill et les Anglais sont absolument terrifiés et essayent de faire comprendre aux Américains qu'ils n'ont pas idée de ce à quoi ils vont faire face. Et ils ont raison. Quand les Américains et les Alliés débarquent en Algérie, le premier affrontement entre les Allemands et les Américains est un désastre pour les Américains.
c'est la seule manière dont ils s'accrochent, c'est parce qu'ils ont une masse d'artillerie et qu'ils peuvent faire appel pour en fait freiner les forces allemandes. Mais ça, c'est leur supériorité matérielle. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que chaque armée européenne qui va faire face aux Allemands va devoir apprendre les dures leçons que enseigne violemment la Wehrmacht. La France n'a pas la profondeur stratégique, elle n'a pas les ressources, elle n'a juste pas le temps de s'ajuster en fait. La France est trop petite. C'est le gros avantage de l'Union soviétique et de la férocité des combats que vont livrer en fait les soldats soviétiques. C'est que en fait cet acharnement et la manière dont va opérer la Stavka va lui permettre au fur et à mesure de faire monter les soldats qui sont compétents, de faire monter en grade en fait les personnes qui vont être capables de faire face à cette menace. Mais l'armée russe, quand elle affronte la Wehrmacht en 41, n'est absolument pas prête. Et ça, on en reparlera là aussi, mais c'est le pire moment pour l'attaque possible et imaginable. Et elle va devoir apprendre les mêmes choses qu'apprend à la dure l'armée anglaise en France, mais surtout en Afrique du Nord. Les leçons que vont devoir apprendre les Américains en Afrique du Nord, puis en Italie. Et franchement, je peux pas imaginer ce qu'aurait donné un débarquement en 42, bon, c'était Dieppe, mais en 43. Et la raison pour laquelle les Anglais repoussent encore et encore un débarquement en Europe, c'est parce qu'ils sont terrifiés que la même chose se produise que ce qui s'est produit en 1939, 40, enfin en 40 surtout. Et ils ont raison en fait. L'armée allemande est une armée entraînée, compétente, avec une doctrine et un corps d'officiers qui a une pensée indépendante et capable d'innover. Et ça, c'est un énorme avantage entre 39 et 41 et qui leur donne une avance sur les autres armées européennes. Donc pour revenir à la manière dont les généraux allemands ont décrit en fait cet affrontement en Europe de l'Est, quand ces généraux allemands décrivent des hordes de soldats, ce qu'ils décrivent, ce sont les points de concentration sur lesquels les Russes vont sur quelques kilomètres concentrer des dizaines voire des centaines de milliers d'hommes, des divisions entières. Et ce qu'ils font en fait en face, c'est qu'ils créent ce qui s'appelle des zones, des forteresses en fait, des zones renforcées qui sont blindées avec énormément de structures défensives qui compensent en fait le manque humain, le manque d'hommes. Parce que contrairement en fait à l'image que beaucoup de gens en Occident ont de l'armée soviétique n'est pas inépuisable en termes d'hommes, et c'est une préoccupation qui dès 1942 est une inquiétude majeure et constante de la Stavka soviétique, dont la préoccupation c'est comment en fait on limite les pertes d'hommes. Ce qui va amener à la mise en place de très nombreuses stratégies, dont la concentration d'artillerie, qui vont être concentrées et déplacées pour les offensives. De la même manière pour l'aviation, pour les corps blindés en fait, ils vont être systématiquement concentrés sur les points d'attaque essentiels et ils vont être utilisés en fait pour percer les fronts ennemis et pour limiter les pertes d'hommes. Donc cette image en fait qui a été formée, je pense chez la plupart des personnes qui sont en Occident en fait, c'est une image qui a été complètement faussée par l'origine et les sources en fait simplement de cette histoire, qui sont ces généraux allemands et qui sont les archives allemandes et les archives occidentales. Maintenant, si on prend du côté soviétique, on a un autre problème, c'est qu'en effet, l'Union soviétique était un pays qui faisait énormément de propagande. C'était l'argument des historiens occidentaux, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux archives soviétiques. Ce qui est absurde, c'est qu'on faisait un petit peu trop confiance aux archives allemandes et aux sources allemandes, aux sources primaires. Mais pour ce qui est des sources soviétiques, ce qui a manqué, c'est qu'en fait, on connaît par exemple l'offensive de Stalingrad ou la bataille de Kursk. Mais la réalité de la guerre du côté soviétique, ce sont des contre-attaques permanentes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Donc par exemple, au même moment où se passe la bataille de Stalingrad, il y a une offensive encore plus importante qui a lieu dans ce qui s'appelle le Rzhev. C'est une région qui constitue en fait la zone la plus proche de Moscou et qui reste
jusqu'en 1943 comme vraiment une zone que les Allemands fortifient et renforcent, qui est commandée à un moment par Model, qui est connu comme étant le général défensif par excellence. Et du coup, le problème, c'est que on l'appelle la boucherie de Rjef parce que les Russes balancent, ils perdent, je crois, à peu près 1 200 000 hommes sans avoir d'avancée jusqu'à ce que les Allemands se retirent en 1943. Du coup, le problème, c'est que, en fait, dans cette histoire-là, nous, pendant longtemps, on n'a connu que les offensives qui ont eu un succès. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que toute l'année 1941, par exemple, les Russes, ils restent pas passivement à se faire détruire. Ils n'arrêtent pas de contre-attaquer. Staline, la Staff, que les généraux ordonnent en permanence des contre-attaques. Ces contre-attaques sont mal organisées, mal planifiées. Elles se font, à peine les unités sont débarquées, qu'elles sont balancées sur le front. Elles sont pas préparées, les tanks ne sont pas appuyés par de l'infanterie. Donc, ce sont des échecs tactiques. Mais sur le plan stratégique, ces contre-attaques épuisent, ralentissent, arrêtent les Allemands. Et en fait, c'est la partie manquante de l'histoire côté soviétique. C'est que la guerre est une contre-attaque permanente. C'est pas, les Allemands, ils avancent pas jusqu'où leur essence les porte. Non, ils sont en permanence en train de se battre. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des mémoires allemands, des notes qu'ils prennent, des lettres qu'ils envoient. C'est que l'armée allemande n'a jamais connu des combats aussi féroces que à partir du moment où Barbarossa commence. Et c'est dès le premier jour. Même sous-équipés, même sans équipement, les soviétiques se battent beaucoup plus férocement que les Français ne se sont battus, que les autres armées que les Allemands ont affrontées. Et c'est ça la réalité du front de l'Est. C'est une boucherie, mais et c'est quelque chose qui humainement est absolument horrible. Mais il y a vraiment une histoire importante derrière. Dans les autres mythes de l'Union soviétique, il y a aussi le fait que les alliés, donc les occidentaux, auraient repoussé le plus loin possible le débarquement en Normandie, et tout ça, ça aurait été pour épuiser l'armée soviétique. Aussi, ils minimisent complètement l'apport en termes de matériel, d'équipement, d'essence, de balles, de munitions qui ont été livrées par l'Angleterre, les États-Unis à l'Union soviétique. Ils argumentent que c'était rien, que ça n'a pas joué. Donc il y a en fait une sorte de... ce qui revient souvent dans la Russie moderne est un sentiment de persécution en fait. Ils sont persuadés que tout le monde en fait ignore la contribution de l'Union soviétique. Et en Union soviétique, souvent les gens qui ont grandi, pour eux, la Seconde Guerre mondiale, c'était l'affrontement entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, oubliant totalement le Pacifique, qui est une guerre en fait qui mobilise peu d'hommes comparativement à la guerre à l'Ouest, mais qui par contre est extrêmement technologique. Et du coup, c'est une guerre que l'Union soviétique n'aurait pas pu mener. Parce qu'elle nécessite la construction d'une flotte, et ça c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, qui explique aussi le plus faible nombre de soldats américains sur les fronts, par exemple. Et donc dans les vidéos que j'ai envie de faire sur ce sujet, que je vais continuer par la suite, ce dont je veux parler, c'est au-delà de ces mythes, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et quel est le déroulé réel de cette guerre, ce qui se passe derrière sur le plan stratégique, sur le plan des ressources, sur le plan de la manière dont l'armée soviétique se bat, sur le plan des idées reçues, de la manière dont les Allemands pensent la guerre, de la manière dont ça correspond ou pas à la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter un peu plus cette réalité qui est devenue l'historiographie d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, et qui, moi, me fascine parce qu'en fait, ça réécrit complètement cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ça rappelle, on va dire, l'importance centrale du front de l'Est dans la guerre en Europe. Voilà. Donc, vu que je vais passer devant le débarquement, les plages du débarquement de Normandie, ça me semblait un bon moment pour parler du pendant de cette guerre qui est menée en France, en Afrique du Nord, en Italie,
pour parler de ce pendant qui est mené sur le front de l'Est et dont l'importance stratégique et les détails dans le déroulement sont encore par, je pense, la plupart des personnes avec qui je discute, inconnus. Tout ce que je vais dire va être basé sur l'histoire écrite par des historiens aujourd'hui qui ont utilisé ces sources de plusieurs côtés. Et j'ai envie de vous raconter un peu ça. Voilà. Allez, on continue ça dans la prochaine vidéo.